Au niveau de l'Afrique, on constate qu'il y a de plus en plus de fondations, type Bill Gates, l'Agra, et du secteur privé, notamment des négociants, qui interviennent au niveau de l'agriculture et jusque aussi dans les pratiques agricoles, pas uniquement dans le secteur privé au niveau des industries. Comment le CIRAD se positionne dans ce nouvel environnement et est-ce que c'est un partenaire, un alliant? Comment il se positionne? Écoutez, d'abord, ce qu'il faut prendre comme point d'entrée dans la réflexion, c'est que la nature des défis, leur immensité, le délai court de réaction que nous devons imaginer face à la dynamique du changement climatique font que aujourd'hui, les coalitions et les bonnes volontés sont plus que jamais nécessaires pour arriver à répondre à ces défis-là. Et donc, le fait qu'aujourd'hui, des fondations caritatives privées, comme évidemment la première d'entre elles, la fondation Bill Gates, ait fait le choix d'investir massivement dans des projets, dans des programmes de développement agricole et rural, c'est effectivement une bonne nouvelle. Parce que l'argent public tout seul ne suffira pas à régler ces problèmes-là, et que l'argent du secteur privé, qu'il soit de nature caritative ou de nature économique et industrielle, est aussi un élément essentiel. De surcroît, transformer et répondre à ces enjeux, c'est transformer les modèles agricoles en pratique. Et si les acteurs économiques eux-mêmes ne se saisissent pas de ces questions, tout ce que les chercheurs, par exemple, pourraient imaginer en laboratoire ou au champ dans leurs publications n'auront aucun intérêt. Le défi, c'est d'impacter le développement et de modifier les pratiques. Donc, leur investissement de plus en plus important est une bonne nouvelle. Alors après, la deuxième question, c'est investissement plus important, bonne nouvelle, mais pour faire quoi? C'est ça, parce que je veux dire, c'est assez contraire à la... Donc après, le débat, il doit porter sur quel type d'agriculture, quels modèles agricoles, quels enjeux économiques veut-on relever et comment le fait-on? Et on sait aujourd'hui que la question du modèle agricole, en gros celui qui a été au cœur de la révolution verte des années 70, avec un paquet technique, une semence, un produit phytosanitaire, une seule culture et une augmentation des rendements, avec un impact environnemental aujourd'hui qu'on sait qualifier et qui est majeur et qui ne peut plus être reproduit comme modèle agricole. Ce modèle agricole, il faut qu'on arrive à le dépasser et c'est vrai que c'est globalement les approches agroécologiques, les approches d'intensification écologique des agricultures dans leur diversité qu'il faut effectivement mettre en avant. Et je dis bien des agricultures parce que l'agriculture familiale reste évidemment, en particulier en Afrique, une cible essentielle. Plus de 90% des exploitants sont des petits exploitants agricoles qui ont entre 1 et 2 hectares d'exploitation. Et donc ils sont évidemment le levier, le sel, le moteur de tout le développement agricole, mais aussi l'agriculture à caractère plus industriel sur certaines spéculations comme le palmier à huile, comme l'EVA, comme le cacao, comme le café. On a là des acteurs économiques majeurs et qui doivent être aussi le vecteur de la transformation et de l'innovation. Et donc c'est tous ces agricultures-là qui doivent entrer dans ces logiques d'intensification. Et donc notre sujet, c'est d'arriver à convaincre les investisseurs privés comme la Fondation Gates que c'est bien ce type de modèle-là qu'il faut effectivement promouvoir et ne plus rester dans la logique ancienne de l'amélioration génétique à tout crin sur une seule variété qu'on va arriver à planter et qui va résoudre tous les problèmes. Ça, ce modèle-là, il est mort. Alors, j'allais dire, nous y parvenons, oui, c'est un combat de tous les jours parce qu'il y a une forme de modèle un peu techniciste et puis la force de l'habitude et des traditions qui fait que... Et puis des intérêts économiques, et puis il faut se le dire, bien sûr des intérêts économiques très forts, font que ce changement ne se produit pas spontanément. Mais même y compris avec la Fondation Gates, nous avons aujourd'hui quelques grands projets qu'ils financent, en particulier sur tout un processus de repenser un programme d'amélioration variétale du manioc et de toutes les plantes tubercules en Afrique, partant de la consommation qu'en font les populations urbaines ou rurales de variétés qui ne sont pas les variétés améliorées par le système international, mais qui sont des variétés traditionnelles qu'ils consomment. Et donc la Fondation Gates, qui a financé largement la recherche génétique classique pour mettre au point des variétés idéales, constate 15 ans après que ces variétés ne sont pas adoptées. Elles ont certes des caractéristiques génétiques remarquables, mais ce n'est pas ça que les consommateurs prennent. Et que donc il faut reprendre le problème par l'autre bout de la chaîne, c'est que consomment les gens et comment concevoir un programme d'amélioration variétale qui permette de déboucher sur des variétés que les agriculteurs vont se voir cultiver et qui vont être adoptées par les consommateurs. Et ils financent avec nous un grand programme régional en Afrique sur ces questions-là. Donc la Fondation Gates, c'est des gens intelligents, c'est des gens qui réfléchissent, c'est des gens qui pensent, et c'est en plus des gens qui ont des moyens. Et donc avec toutes ces conditions-là, il y a sûrement toujours quelque chose d'intelligent à faire et il faut faire de plus en plus des choses avec eux. Et quels sont un petit peu, à vos yeux, les principes
principaux enjeux de l'agriculture en Afrique. Alors, on parle beaucoup du changement climatique, mais est-ce que c'est pas un petit peu l'arbre qui cache la forêt? Est-ce qu'il n'y a pas quand même des enjeux de productivité, de rendement qui sont au-delà du changement peut-être climatique? Le problème du continent africain, alors sans tomber dans un afro-pessimisme qui ne serait pas de circonstance, mais non plus dans une béatitude progressiste, le continent africain a devant lui son avenir, c'est certain, et cet avenir est forcément radieux. La réalité, c'est que les défis que doit relever le continent africain sont des défis multiples et concomitants. Et que c'est un vrai défi parce que, pour l'instant, les solutions et les réponses sont encore, pour une partie d'entre elles, à imaginer, à trouver, à développer. Et donc, quand on doit, dans le même temps, assurer la sécurité alimentaire des populations qui vont effectivement croître, parce que la transition démographique n'est pas encore intervenue sur le continent africain. On sait qu'en 2050, il y aura plus de 2 milliards d'Africains alors qu'il y en a 1 milliard aujourd'hui. On sait qu'en 2100, le continent africain sera le premier continent habité de la planète avec plus de 4 milliards d'habitants. Et donc, toutes ces pouches à nourrir qui vont apparaître, il faut forcément avoir une production agricole et un élevage qui soit en capacité de produire une grande partie de cette alimentation. Certes, les échanges internationaux viendront compléter, mais il va falloir augmenter la production. Et cette augmentation de la production, nécessaire par rapport à l'augmentation de la population, elle doit se faire sur un mode qui soit un mode durable, c'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, sur un modèle agricole qui n'est pas celui précédent. Le modèle de la révolution verte est mort. Et donc il faut augmenter et intensifier écologiquement ces agricultures pour qu'elles produisent plus au bénéfice des populations. Et il faut le faire dans un contexte où, en plus, le climat et le changement climatique vient frapper de manière vigoureuse et forte. Et où, probablement, c'est sur le continent africain qu'on va connaître ses effets les plus immédiats. Et face à des pays et à des populations qui, de surcroît, ont sur ce changement climatique une responsabilité extrêmement modeste. Et qui, à juste titre, se tournent vers nous, qui sommes quand même les pays développés du Nord, la principale cause et la principale raison de ce changement climatique, en nous disant, mais et maintenant, comment on fait? Vous ne pouvez pas me demander simplement d'arrêter de produire, vous ne pouvez pas me demander simplement d'arrêter d'exploiter les forêts, d'arrêter de déforester, alors que je n'ai pas de solution et que moi je dois nourrir ma population. Donc, c'est un triple défi qu'il faut relever en même temps. Et ce triple défi, il suppose évidemment beaucoup de science, beaucoup d'innovation, mais aussi et fondamentalement beaucoup de coopération et de solidarité internationale. On ne peut pas imaginer que le continent africain arrivera à relever ces défis seul à partir de ses ressources. La communauté internationale, mais l'Europe en particulier, doit se mobiliser massivement sur ces questions. D'abord parce que l'Europe et l'Afrique ont un destin commun, une histoire commune, et que ces relations-là ne vont pas s'interrompre, que la Méditerranée est une mer étroite et toute petite, et que finalement, tout le monde apprend à nager à la fin, si vous voulez. Et donc, que pour le continent européen, le développement économique et le développement social de l'Afrique est un enjeu, y compris pour son propre équilibre politique et son propre équilibre social. On sait bien que les questions migratoires et que les questions de migration ont un impact sur nos sociétés, aujourd'hui d'ailleurs disproportionné au regard du phénomène, totalement disproportionné, mais quand on voit, alors que c'est disproportionné, les effets politiques que ça a sur nos sociétés, quand demain les phénomènes vont s'amplifier parce que les populations vont augmenter, que le changement climatique va frapper, si l'Afrique n'arrive pas à stabiliser et à nourrir ses populations, alors on voit bien que c'est nous-mêmes qui sommes en danger. Notre intérêt bien compris, il est d'être solidaire pour eux parce que c'est un enjeu planétaire, mais pour nous parce que c'est un enjeu pour nos sociétés. Et donc pour toutes ces raisons, il faut continuer à être solidaire, et il faut continuer à coopérer et encore plus. On voit beaucoup qu'il y a quand même la coopération sud-sud qui est appelée des côtés de l'Afrique, au niveau de la Chine, de l'Inde. Il faut faire feu de tout bois. Il faut faire feu de tout bois. Toute coalition, dès lors qu'elle est orientée sur des positions et sur des idées, sur des modèles qui sont positifs, doivent être retenues. Il ne faut exclure personne. Les Chinois, y compris, ont, de mon point de vue, une responsabilité aujourd'hui mondiale et internationale dont ils doivent prendre la mesure, ce qui n'est pas encore le cas, parce qu'ils ont une contribution éminente à apporter à tous ces sujets-là. Pas simplement pour préserver la Chine, ce qui est un réflexe normal d'un pays qui veut défendre ses intérêts, mais aussi parce que défendre les intérêts de la Chine, c'est assurer la stabilité du monde et faire que partout, on puisse répondre à des préoccupations qui sont les préoccupations du gouvernement chinois. Les autres gouvernements les ont aussi. Ils doivent le comprendre, ils le comprennent, et ils peuvent entrer dans des logiques dans lesquelles leur capacité à investir, leurs moyens aujourd'hui, leur force de travail, et serait bien utile pour réaliser un certain nombre de coalitions. Ça n'est pas fait. Mais les routes de la soie, par exemple, que le gouvernement chinois a lancées, si elles sont bien pensées, peut-être, et si elles sont réciproques, pas simplement la Chine vers les autres, mais les autres aussi vers la Chine, peuvent être un moyen de progresser dans cette voie. En tout cas, solidarité et coopération sont les maîtres mots de l'avenir de la planète. Sans cela, on ne s'en sortira pas.
Très bien, juste une petite dernière question, peut-être par rapport à la filière coton, puisqu'on est ici au séminaire Géocoton. En fait, il semble que la durabilité de la filière est beaucoup moins questionnée que le cacao, que le caoutchouc peut-être. Est-ce que vous pensez que c'est un sujet qui va venir dans les années à venir quand même, parce que c'est une culture qui est relativement, consommatrice de pesticides, etc. Vous avez raison de pointer la différence de situation, mais elle est en fait liée à quoi? Les problèmes sont multiples et divers et selon les périodes, il y en a qui montent plus que d'autres. Donc aujourd'hui, c'est vrai que, parce que l'impact est majeur sur les écosystèmes naturels forestiers, c'est vrai que la culture du cacao et la culture de l'EVA ou la culture du palmier à huile, ou d'une moindre mesure le café, est interrogée pour son effet sur la forêt et sur la forêt naturelle, qui est un capital naturel qu'il faut que les sociétés africaines conservent pour elles-mêmes et pour nous tous. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui elles sont sur le devant de l'actualité. Et le coton évidemment ne connaît pas ce problème-là parce que c'est une culture de savane pour l'essentiel et que j'allais dire les problèmes de déforestation ne sont pas la source principale de préoccupation. Mais néanmoins il y a des problèmes de durabilité et de fragilité économique de la filière cotonnière partout alors qu'elle est au cœur du modèle économique de plein de pays sahéliens et de pays d'Afrique de l'Ouest. Et que donc se préoccuper de cette fragilité, mais aussi de sa durabilité dans le temps, moins de produits phytosanitaires, des ressources génétiques nouvelles adaptées au changement climatique, une approche territoriale de la durabilité, des associations de culture autour du coton avec d'autres cultures vivrières pour assurer la sécurité alimentaire. Il y a là tout un modèle technique, un modèle politique, un modèle économique qu'il faut réinventer pour faire que, autour de la filière coton, la production agricole croisse dans ces pays, au bénéfice des populations et au bénéfice de l'emploi en milieu rural. Il faut stabiliser les populations en milieu rural. Si la question de la migration est une préoccupation de l'Europe, elle est d'abord une préoccupation de ces États. Les pauvres des campagnes sont les misérables des villes et les misérables des villes sont en général des migrants.